Jeremy Irons, bonsoir. Bonsoir. Vous avez le rôle central dans Un train de nuit pour Lisbonne. On va parler de ça, de vous, de votre carrière, des Borgia. Vous jouez aussi sur notre antenne en ce moment. D'abord, Le train de nuit pour Lisbonne, adapté de Pascal Mercier, roman suisse, tourné en Suisse. Comment est-ce que vous trouvez la Suisse ? C'est très petit, c'est très beau, c'est très montagneux, très vallonné. J'ai toujours aimé le ski et faire du ski ici. J'ai beaucoup profité de Berne, là où nous avons tourné le film. J'admire toujours votre sens de l'organisation. À chaque fois que je viens ici, je me dis, c'est un pays merveilleux, tout fonctionne. Donc je prends beaucoup de plaisir en Suisse. Entre les Anglais et les Suisses, il y a une très vieille histoire d'amitié. Ça vaut pour vous, ça ? Vous sentez cette alchimie ? Je me suis toujours senti bienvenue ici. Mais dans mon travail, on a généralement envie de vous voir, les gens vous reconnaissent, donc ils vous accueillent à bras ouverts. Je n'en sais pas plus sur la grande relation entre les Suisses et les Anglais. Je pense que les relations sont bonnes. Je sais que beaucoup d'Anglais très riches ont de l'argent ici, ce qui est une bonne chose. Et vous êtes bienvenue, sans doute. Merci beaucoup. Un train de nuit pour Lisbonne, déjà énorme succès en Suisse alémanique. Aujourd'hui, il sort en Suisse romande. Tourné à Berne, en grande partie. Comment était Berne pour vous ? J'ai beaucoup apprécié Berne. J'ai profité des boutiques, j'ai trouvé la population, les commerçants très amicaux. Malheureusement, pendant un tournage, je ne fais que travailler, dormir et manger, mais j'ai pu aller dans quelques magasins et j'ai trouvé la population très aimable. C'est une ville bien organisée et belle. Et là, une réputation assez austère. Vous savez, il y a cette couleur verte d'une pierre qui s'appelle la Molasse. Berne, c'est pas New York, ça va ? Pour vous qui êtes tellement international, vous n'êtes pas ennuyé ? En fait, je n'y étais que 3 jours, peut-être même 2 ou 3 jours en tout cas. Donc non, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. J'ai beaucoup travaillé. Un train de nuit pour Lisbonne, l'histoire de Raimund Gregorius, professeur de latin, qui sauve une femme qui va se jeter dans l'art. Sa vie change complètement. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde ? Oui, en effet, je crois que justement, ce qui est excitant dans la vie, c'est que tout peut basculer. La vie peut changer du tout au tout du jour au lendemain. Et l'une de mes citations préférées, c'est « Si l'on fait des plans, cela fait bien rire Dieu. » La vie est pleine de surprises. C'est en cela qu'elle est belle. D'ailleurs, cet homme très ordinaire, Raymond Gregorius, qui n'avait pas connu de surprise dans sa vie, a une réaction instinctive et cela a tout changé. Quand on regarde votre filmographie, on a l'impression que vous avez été souvent très audacieux. Vous avez osé dire oui à des films incertains. Parfois, ça a été des mauvais films, peut-être aussi. Ça joue, ça ? Oui. Jamais de regrets. Jamais ? La vie est bien trop courte pour avoir des regrets. Lorsque l'on prend une décision, elle semble bonne à ce moment-là. Et voilà, on l'assume. Je crois que c'est une bonne chose de tourner des films qui sont un peu décalés, un peu exigeants. Certains, j'ai accepté uniquement pour de l'argent parce que j'étais dans un projet de construction très coûteux. J'avais une équipe de 40 personnes qui travaillaient dessus, donc 1 ou 2 films étaient pour l'argent. J'espère que personne ne les a vus. Vous avez joué vraiment de tout, des méchants, des gentils, des hommes d'église, des hommes d'armes, des jeunes premiers, vraiment tout, vous pouvez jouer tout. Mais c'est gentil de le dire. Je suis un homme qui s'ennuie facilement. Et le problème, lorsqu'on est comédien, c'est que l'on a tendance à vous confier toujours les mêmes rôles, puisqu'on sait que vous avez un talent dans un certain genre. Et il est difficile de sortir de cela, de surprendre le public, de vous surprendre vous-même, de puiser dans des ressources jamais utilisées. C'est ce que j'ai essayé de faire. Sinon, on a tendance à s'ennuyer dans ce métier. Sur notre antenne, en ce moment, comme partout dans le monde, passent les Borgia. Vous jouez le pape Alexandre VI.
tout à coup, on vous découvre vraiment très méchant, hein. Il y a dans votre visage de pape, votre bouche comme ça, la dureté extrême des yeux. Vous êtes retors, vous êtes cynique, vous êtes cruel. C'est jouissif de jouer ça? Ah oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce qui est magnifique quand on fait une série télé, c'est que l'on a le temps de voir les incohérences des personnages. Nous avons tous des incohérences, mais généralement, lorsque l'on construit un personnage dans un film, ils suivent une fonction, ils réagissent de manière prévisible. Le personnage d'Alexandre VI était plein d'incohérences. C'était un grand organisateur avec un grand appétit, mais perçu également comme quelqu'un de cruel, de moralement et de physiquement corrompu. Donc, essayer de voir comment tout cela peut s'intégrer en un seul personnage, c'est fascinant. Et en télévision, on a le temps de le faire. On a une 30aine d'heures pour le faire. J'ai pris beaucoup de plaisir. La série fascine par sa cruauté. Il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de cruauté extrême. La cruauté, peut-être, c'est ce qui revient le plus. Pourquoi, d'après vous, elle fascine autant, cette série-là? Je ne sais pas. Je crois que nous avons tant de choses en nous, en ces temps modernes du politiquement correct, de société ordonnée que nous réprimons. Et alors que lorsque l'on regarde l'époque médiévale, il n'y avait pas autant de limites, de contraintes, ce qui veut dire que l'on pouvait se conduire de manière moins acceptable et on le vit par procuration. C'est un paradoxe étonnant, hein. Dans un journal télévisé comme ici, dans la vie publique, on est très politiquement correct. Et il y a des séries qui sont épouvantables moralement, qui marchent tellement bien. Oui, en effet. Je ne suis pas parfaitement politiquement correct aux actualités, aux informations. Je ne voudrais pas vous gêner parler des sujets qui fâchent, mais je n'aime pas le politiquement correct. C'est pour cela que j'ai choisi de devenir artiste, interprète. Je pense que les artistes sont là pour essayer de remuer tout ça, de rappeler à la population ce qu'il y a en dessous. On doit déranger dans une certaine mesure, c'est notre rôle. Question naïve, comment est-ce qu'on entre dans un rôle comme Alexandre VI? Comment il faut vous imaginer? Au petit déjeuner, vous imaginez dans les habits du pape, vous testez le regard dans le miroir. C'est naïf, mais comment est-ce qu'on fait? Alors, on lit beaucoup. On essaie de rentrer dans l'histoire de l'époque et la mentalité, la perception qu'ils avaient à l'époque, qui était bien différente. En tant qu'être humain, ils n'étaient peut-être pas si différents de nous, mais leurs croyances étaient différentes, ils en savaient moins, le monde était plus réduit, et ils le voyaient d'une manière plus réduite. On essaie d'intégrer tout cela. Et puis, en effet, on doit s'habituer aux vêtements, aux costumes, essayer de trouver l'attitude, la couleur, le ton. C'est ce que font les enfants sans même y réfléchir. Quand on observe des enfants qui jouent, ils arrivent à s'approprier des personnages. Et c'est quelque chose que l'on perd avec l'âge, mais les acteurs essaient de le conserver, de préserver cette capacité de jouer, de s'imaginer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tellement difficile. Vous avez joué les méchants souvent. La voix de Scar le lion dans Disney, hein, il est très méchant, lui. Il s'allie avec les hyènes. Hein. C'était vous. Ça aussi, votre voix se prête particulièrement à ce type de rôle? Je ne sais pas. Ma voix représente certaines choses pour certaines personnes, sans doute. Le fait d'avoir joué Scar m'a en effet fait connaître auprès des enfants. Et certains me présentent leurs enfants et me disent « Faites Scar ». Et j'essaie de le faire et généralement je leur fais peur, les pauvres. Mais non, la voix
n'est qu'une partie d'un tout, je n'y pense pas vraiment. Mais le fait d'avoir participé à un film d'animation était vraiment fascinant. Et ce n'est pas uniquement la voix. En fait, ils vous filment également. On essaye toutes sortes d'approches différentes avant même qu'ils commencent à dessiner le personnage. Donc pour moi, c'était assez déstabilisant de voir que Scar était aussi rachitique, avec la queue pendante, alors que James Earl Jones, qui jouait Mufasa, était beaucoup plus prestigieux. Donc j'étais un peu vexée. Jeremy Irons, vous venez d'avoir 65 ans. On disait, vous avez tout joué dans les générations aussi, vous avez beaucoup été jeune premier. Il y a une scène qui a marqué les mémoires où vous descendez tout nu un escalier. Il faut être très sûr de soi, de son corps, pour descendre tout nu un escalier. Comment est-ce que le corps vieillit pour un acteur? On en joue différemment? Ça change votre jeu? Je ne sais pas. C'est votre instrument de travail, donc j'imagine qu'avec l'âge, cet instrument change. Mais bon, vous ne le savez peut-être pas puisque vous avez sûrement 25 ans, mais à mon âge, on a toujours l'impression d'avoir 25 ans. Mais on ne peut pas courir nu dans les escaliers aussi vite qu'avant et l'on choisit peut-être avec un peu plus de prudence ce que l'on montre au public. Qu'est-ce qui vieillit? Qu'est-ce qui ne vieillit pas chez vous? Qu'est-ce qui ne vieillit pas d'abord chez un acteur? Je ne crois pas que l'esprit vieillisse. Peut-être que l'on a plus de mal à apprendre les répliques ou à retenir les répliques, ou peut-être pas. Le corps vieillit, bien entendu, mais mentalement, j'ai toujours eu l'impression d'avoir 25 ans. Un enfant. Jeremy Irons, vous êtes anglais. Il y a une catégorie, est-ce que c'est vrai qu'il y a une catégorie d'acteurs anglais? On pense évidemment à Anthony Hopkins, on pense à Sean Connery dans la génération d'avant. On se dit que vous êtes un peu plus élégant, un peu plus raffiné que les Américains. Ça vous fait plaisir, ça vous énerve quand on dit ça? Je m'y fais. J'essaie de ne pas l'être. Là, on ne peut pas dire que je sois particulièrement raffiné de la manière dont je suis vous avez l'accent, aujourd'hui. vous avez l'accent, par exemple. C'est pas. Oui, pour les Américains, ils l'entendent. Ils pensent côte-est, élégant. C'est quelque chose qu'il faut tolérer. Je ne suis pas quelqu'un d'élégant ou d'aristocratique, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire. Vous, les Anglais, on vous soupçonne souvent d'être un peu hypocrite là-dessus, de faire les modestes et en fait penser que vous êtes une race au-dessus des autres. Vous n'avez jamais ressenti ça? Non, pas du tout. Je crois que nous sommes doués pour certaines choses, nous les Anglais, et nettement moins doués pour d'autres choses. J'espère que nous faisons preuve d'un peu de modestie. Nous ne nous célébrons pas autant que les Américains, nous ne fêtons pas les réussites. Et bizarrement, à une époque, j'ai pensé à m'installer aux États-Unis avec ma famille. Et c'était l'un des aspects qui me préoccupait. L'on vous juge sur votre succès ou parfois votre richesse. Aux États-Unis, en Angleterre et probablement en Suisse, l'on juge les gens sur plus d'éléments que cela. L'on juge un peu plus leur comportement, leur historique. C'est un regard plus complexe, plus nuancé. Je ne pense pas que l'on devrait juger les gens en fonction de leur réussite apparente. Qu'est-ce que la réussite d'ailleurs ? Vous avez une formation ultra classique, vous avez joué Shakespeare, vous avez travaillé dans les meilleures écoles de théâtre. Qu'est-ce que vous avez gardé de ça? C'est toujours une armature qui vous sert aujourd'hui? J'utilise tout ce que j'ai appris, aussi bien à l'école que dans la vie, dans mon travail. Je crois que le processus d'apprentissage dans la vie, et notamment dans la comédie, ne s'arrête jamais. Chaque jour, vous apprenez? Vous arrivez vraiment, chaque nouveau film, à apprendre quelque chose? Oui, je crois, oui. Je ne pourrais pas vous le dire précisément, mais oui, en effet. Par exemple, dans les Borgia, je me souviens que Billy August, pendant le tournage de Train de nuit pour Lisbonne, m'a rappelé certaines choses.
Parfois, je choisis d'en faire plus que je ne le devrais dans mon jeu de comédien. Et il me disait constamment, fais-en un peu moins, un peu moins. Donc, on apprend constamment, surtout avec un bon metteur en scène, il saura vous orienter. Un train de nuit pour Lisbonne, ce basculement, quand le personnage que vous jouez, il est tellement professeur, hein, il a sa veste en tweed, il a une vie ennuyeuse avant le grand basculement. Oui, il avait une vie très ennuyeuse, bon, qu'il aimait. Mais pour moi, c'était une vie très ennuyeuse. Un professeur de latin, de langue classique, qui enseignait tous les jours pendant l'année scolaire, vivant dans une petite ville, Berne. Sa femme était partie parce que, justement, elle le trouvait ennuyeux. Oui, ce serait difficile pour moi. Et le problème pour moi dans le film, en tant qu'acteur, c'est d'en faire un personnage intéressant sans pour autant l'empêcher d'être conventionnel, d'essayer de trouver les deux. Ce n'est pas Bruce Willis dans Une journée en enfer. Et pourtant, à sa manière, il fait un voyage incroyable. La vocation vous est venue comment? Le plus loin dans vos souvenirs où vous vous êtes dit « je serai acteur », c'était quand? Je me souviens quand j'ai quitté l'école, j'étais en école privée et je me souviens que je voulais faire un travail où je ne retrouverais pas les personnes avec qui j'étais à l'école, ou le genre de personnes avec qui j'étais à l'école que je trouvais ennuyeux. Je voulais être gitan, en fait. Et quand j'ai quitté l'école, j'ai pris ma guitare et j'ai voyagé. Je chantais dans la rue pour gagner de quoi manger. Et je me disais que le théâtre était peut-être une solution. Et je me suis dit, en prenant des cours de théâtre, que je pourrais être acteur. En fait, j'aurais pu être caméraman ou metteur en scène, mais je pensais qu'il fallait être acteur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai décidé de me former à cela pour apprendre à bien jouer la comédie, et c'est ce que j'ai fait. Toutes les personnes qui étaient à l'école avec moi ont pensé que je serais antiquaire parce que je rachetais et vendais des antiquités, des broutilles, en fait, pour gagner un peu d'argent. Mais avec le temps, j'ai appris à jouer la comédie et à aimer la vie d'acteur. Mais ce n'était pas une vocation brûlante. J'aime mon travail, mais j'aime quand je ne travaille pas. Il y a dans votre jeu il y a une perfection de jeu qui fait qu'il n'y a jamais aucun doute. Hein. Chez les acteurs français, parfois, il y a souvent beaucoup de second degré, ils jouent sans jouer, etc. Vous êtes entièrement dans vos rôles. Ça frappe beaucoup quand on vous voit. Merci, j'en suis ravie. Je le fais comme je l'ai toujours fait, je ne peux pas le faire autrement. C'est vrai que je deviens obsédée par les personnages, par les situations. Je me bloque en fait dans le rôle. Et je viens de tourner un documentaire qui s'appelle Trash sur la manière dont nous gérons nos déchets, et c'est devenu une obsession. J'étais d'ailleurs à l'Assemblée nationale en France, je suis allée en Grèce, je vais à Macao la semaine prochaine pour parler de cela. Et l'on me prend pour un activiste écologiste, mais ce qui n'est pas le cas. Mais c'est devenu une obsession. Le gaspillage des déchets m'obsède. Est-ce qu'on garde tous ces personnages quand on a été le pape Alexandre VI, par exemple? Est-ce qu'on garde tout ça en soi? Vous, la nuit, vous en rêvez, le matin, vous y pensez? Ça existe toujours en vous? Ça passe? Non, pas du tout. Je crois qu'il en reste peut-être quelque chose. Quand on rentre dans une pièce en fumant un cigare et que l'on ressort, la pièce garde une certaine odeur de cigare. Donc il en reste sûrement des traces. Mais je suis capable de les mettre de côté. Vous êtes dans le monde anglo-saxon. Quel est votre regard sur les acteurs francophones? Vous avez joué avec certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, avec Alain Delon, dans Un amour de Swann, par exemple. Quel regard sur lui, par exemple? J'ai travaillé avec lui il y a très longtemps. Nous étions encore des enfants à l'époque.
moi encore plus que lui. Un bon acteur est un bon acteur, quelle que soit la langue, quel que soit le pays. C'est cela qui est merveilleux. On reconnaît tout de suite un bon comédien. Dans Train de nuit pour Lisbonne, il y avait Bruno Ganz, par exemple, d'excellents acteurs allemands, français. Et quand ils sont bons, on se retrouve entre frères. Qui sont les très grands acteurs aujourd'hui, ceux dont on parlera dans 20 ans, dans 30 ans? Alors là, je ne sais pas. Pour moi, c'était Laurence Olivier, John Gielgud, Paul Scofield, Ralph Richardson. Mais il y a quelques jours, je parlais à quelqu'un qui ne se souvenait pas de Laurence Olivier. Je ne sais pas quelle est notre longévité. Alors, de qui va-t-on se souvenir? Il y a d'excellentes interprétations de comédiens qui ne poursuivent pas leur carrière. L'ancienne tradition de l'acteur de théâtre qui partait en tournée, qui construisait sa réputation, c'est du passé. L'industrie du cinéma ne crée plus de Clark Gable, de John Wayne, comme c'était le cas. De Niro est plutôt bon. Pacino, c'est un bon aussi. À leur manière, mais qui va durer, je ne sais pas. Jeremy Irons, merci. Quelques mots en français, regardez la caméra, vous pouvez parler directement aux Suisses qui, vous les avez fréquentés, vous avez aimé, qu'est-ce que vous leur dites? What can I say? I can say bonsoir, s'il vous plaît. See, I can't speak my appalling French. Je n'ose pas parler. And enjoy it. Ah bah dites-le en français. Profitez. Profitez-en. Profitez du film. Profitez du film. Merci. Merci, Jeremy Irons. Merci. Plaisir. Merci beaucoup.